Bonjour. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité et je dois vous dire que je suis dans le champ donc, de la douleur de l'enfant et je ne suis pas du tout dans le champ de la paralysie cérébrale. Donc je me suis un petit peu évidemment penchée sur le sujet et avant de parler des traitements, j'ai pensé qu'il y avait un certain nombre de prérequis qui étaient nécessaires d'évoquer, même si finalement ils ont été très bien résumés dans les interviews des jeunes atteints de paralysie cérébrale, qui est le film du début de cette session. Alors d'abord, on parle évidemment de douleur physique ici, mais comme vous le savez, dès qu'il y a douleur physique, il y a douleur morale. C'est-à-dire que c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Je voudrais aussi insister d'emblée, justement, entre les interactions qui existent entre sensations, émotions, pensées. Pendant longtemps, vous savez, le schéma de la douleur, c'était très simple. Premier neurone jusqu'à la moelle épinière, deuxième neurone jusqu'au thalamus, troisième neurone, le cortex synesthésique. D'accord. Et donc, on en restait là. En fait, maintenant, on parle... Ce circuit-là, bien sûr, existe, mais on parle de la Penn Matrix, c'est-à-dire il y a un énorme réseau neuronal qui relie entre eux toutes ces zones, bien sûr les aires somesthésiques, mais également toutes les zones liées aux émotions, aux cognitions, à la mémorisation, à la décision d'action, la décision de mouvement, et puis bien sûr aux zones liées au stress, à l'éveil, enfin voilà. Donc c'est un énorme réseau neuronal que les neurosciences ont bien mis en évidence et qui explique un petit peu mieux maintenant toutes les interactions entre sensations et émotions et pensées. Et vous savez que c'est justement dans la définition de la douleur, la définition officielle internationale, c'est-à-dire expérience sensorielle et émotionnelle. Parce que sinon, il y a les neurophysiologistes qui s'occupent de nociception, il y a les psys qui s'occupent de détresse, de douleur dans la psyché, et puis on ne communique plus. Donc c'est intimement lié et on est vraiment au carrefour. Il faut essayer de jamais les dissocier. Donc bien sûr, on peut l'analyser en termes de composantes sensorielles. Et ça, j'attire votre attention sur le fait que les enfants sont très démunis pour le décrire. Ils n'ont pas les mots pour dire que ça lance, que ça tire, que ça pique, que ça écrase, que ça broie. Vous voyez, tout ce qui est qualitatif. Et l'intensité, il faut attendre quand même plusieurs années pour pouvoir la chiffrer, au moins 5-6 ans. Par contre, au niveau des émotions, les enfants sont champions pour communiquer leurs émotions. On peut les décrire d'après leur expression non verbale. Et donc, c'est l'expression émotionnelle qui domine dans la douleur des enfants. Les cognitions, elles se développent dans l'enfance, bien sûr, et on peut réfléchir à la douleur qu'on éprouve seulement quand on atteint finalement la grande école, parce que réfléchir sur soi, c'est des étapes qu'on n'atteint pas avant 4 ans et demi, 5 ans, en particulier penser que les autres peuvent avoir une idée différente sur vous. Et bien sûr, la douleur s'exprime dans le comportement, et avant d'avoir le langage, c'est le comportement qui fait foi. Alors, je vais passer sur les côtés utiles de la douleur, parce que là, on n'est pas là pour parler de ça, mais il est évident que la douleur a des aspects utiles. Alors, à quel moment le seuil est dépassé, bien sûr, c'est une question clé auquel il faut répondre. À quel moment la douleur n'est plus utile, mais délétère. Sinon, elle favorise évidemment plein d'apprentissages, et en particulier l'apprentissage de la gestion des émotions et des sensations. Sans parler qu'elle protège la vie, bien entendu, en signalant la lésion. Alors, bon, bien sûr, je m'étais un petit peu penchée sur le sujet de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L'enfant avec paralysie cérébrale, il rencontre la douleur comme tous les enfants. C'est-à-dire c'est un parcours, on dirait, prédéterminé. On est fait pour, à un moment ou à un autre, rencontrer de la douleur quand on est jeune enfant. Et puis, évidemment, il y a toutes ces spécificités de l'enfant avec paralysie cérébrale, toutes ces causes de douleur qu'on a évoquées. Et donc des douleurs qui touchent surtout le système musculo-squelettique. Alors il y a plein d'enquêtes, bon, j'y reviens pas, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des douleurs d'origine neurologique ? Bien sûr, les douleurs les plus importantes sont les douleurs de la spasticité, ou des dystonies, des contractures, et qui vont aboutir à des lésions de type aussi subluxation, etc. Est-ce qu'il y a des douleurs neuropathiques ? Alors, je ne vais pas m'étendre sur les douleurs neuropathiques, donc ce sont des douleurs liées elles-mêmes à une lésion du système nerveux conduisant les sensations. Donc, l'exemple, c'est le membre fantôme, par exemple, la douleur du membre fantôme, par exemple. Alors, il est probable que ces douleurs existent aussi, bien sûr, chez ces enfants, mais en fait, il n'y a pas d'études là-dessus.
Donc, c'est aussi un domaine de recherche. C'est des douleurs caractérisées par des diesthésies, des sensations de brûlure, des fulgurances, des fourmillements. Tout ça, c'est compliqué à identifier chez un enfant. Bon, il y a un questionnaire avec une liste de questions, des N4, mais en fait, avant 8 ans, c'est difficile de l'utiliser. Donc, c'est des domaines de recherche que je vous soumets. Comme il a été dit aussi, eh bien, je voulais souligner aussi en prérequis que le déni a quand même beaucoup présidé à la douleur de ces enfants, parce qu'on pensait que les lésions cérébrales pourraient protéger contre la douleur, n'est-ce pas? Et donc, pas d'évaluation, pas de traitement. Il y a plusieurs publications qui sont pas si anciennes, une dizaine d'années, qui montrent que en périopératoire, les enfants avec handicap cognitif, en général, reçoivent moins d'antalgiques que les autres. Voilà. Et puis on s'y habitue. Où on fait, on vit avec ça, comme il a dit aussi. Quand la douleur devient chronique, on est obligé aussi d'y faire face, et donc on s'y habitue, nous, je veux dire, pas les enfants, les interlocuteurs, c'est-à-dire les parents et les soignants. Alors, est-ce qu'on ose en parler en consultation? Si on ouvre le tiroir, il risque d'y en avoir pour un grand moment. Donc, c'est une grosse difficulté aussi pour mettre en œuvre les thérapeutiques antalgiques. Je rappelle simplement le point de vue de l'enfant qui éprouve une douleur. Eh bien, plus il est jeune, plus on va pouvoir décrire pas de compréhension de la cause, pas d'idée du soulagement, pas de contrôle possible, pas de notion du temps, donc isolement, solitude, angoisse de mort. Tout ça, évidemment, c'est variable selon l'âge, mais c'est des émotions très, très fortes qui accompagnent la douleur. Donc l'enfant, dans cette situation, a besoin qu'on favorise sa sécurité, qu'on renforce sa sécurité, puis il a besoin d'informations, et puis à l'adolescence, un maître mot, c'est aussi évidemment la négociation. Et puis nous alors, est-ce qu'on n'a pas d'émotion devant ces enfants qui ont mal? Nous, on a notre vocation soignante, évidemment, on voulait les aider, on est devenus soignants, bon, voilà, mais alors pourquoi est-ce que quelquefois on entend « Ah, on n'y peut rien ». C'est normal, on ne peut rien faire de plus. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Des choses comme ça, qu'on a peut-être tous dit en fait. Voilà. Et qui, si on y réfléchit, ne sont pas vraiment adaptés. Voilà. Donc c'est aussi nos émotions qui nous gouvernent quelquefois et nous amènent à être gênés, se sentir coupables, impuissants et à amener des attitudes plus ou moins inadaptées. Alors, quelle douleur parle-t-on? Évidemment, il y a les douleurs aiguës. La cause est connue et a priori, ces douleurs vont durer quelques minutes à quelques heures et on va les évaluer avec des échelles de score qu'on a l'habitude d'utiliser en douleur et puis les traiter avec les antalgiques. Voilà. A priori, c'est le modèle biomédical classique. Cause-conséquence, on traite la conséquence, mais on traite aussi la cause. Voilà. Et puis, quand la douleur devient chronique, eh bien, en fait, on sait que, ou chronique ou récurrente, ça peut être aussi des douleurs aiguës à répétition, eh bien, on sait que les facteurs psychosociaux deviennent très importants et que la cause, par rapport à la douleur, peut paraître disproportionnée. Et qu'il y a ce syndrome d'amplification de la douleur qui a bien été signalé aussi dès le début dans les interviews. Quand j'ai peur, j'en ai plus. Quand je ne vais pas bien, etc. Voilà. Et que dans ces cas-là, l'intensité ne suffit pas à être évaluée. Il faut évaluer aussi le retentissement et plein de facteurs autour. C'est le modèle biopsychosocial de la prise en charge de la douleur chronique. Voilà. Et donc, on sait qu'effectivement, ces patients évoluent presque en grande majorité vers une douleur chronique. Des enquêtes chez les adultes l'ont bien montré. Qu'est-ce que c'est ces déterminants psychosociaux? C'est tout ce qui peut faire finalement rendre vulnérable. Et quand on est vulnérable, eh bien, ça va favoriser le maintien de la douleur ou la moduler, l'aggraver. Évidemment, c'est tout ce qu'on peut rencontrer de difficile dans la vie, nous tous, avec des facteurs d'anxiété, de dépression, d'histoires de vie difficiles. Et c'est ça qu'on voit beaucoup, nous, dans la douleur chronique chez l'enfant, en dehors de la paralysie cérébrale, dans des phénomènes douloureux chroniques qui sont en général des somatisations. Par contre, quand il y a une maladie déjà à l'origine, on va dire, somatique, eh bien, tous ces facteurs-là, il ne faut pas les oublier non plus. Il ne faut pas que ça serve non plus d'écran, parce qu'ils vont jouer. L'exemple le plus connu, c'est plus on a peur, plus on a mal. Ça, c'est bien démontré en post-opératoire. Et Steve Ken, là, qui est un anesthésiste américain, a bien montré... non, je fais ça. A bien montré, vous voyez, dans les deux courbes, il y a les enfants anxieux et les enfants pas anxieux qui avaient été testés avant l'opération. Eh bien, vous voyez que les quantités de médicaments, les évaluations de la douleur et les quantités de médicaments sont très supérieures en post-opératoire de la même intervention chez les enfants anxieux.
Alors, comment est-ce qu'on fait face à la douleur? Ça va être aussi, ça a été évoqué aussi. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le coping. Faire face. Ce mot est intraduisible, hein, on dit les moyens de faire face. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est ce coping? Eh bien, on s'adapte plus ou moins pour faire face. Et en fait, il y a des copings plus ou moins positifs. Et donc, ce qui est décrit comme coping, alors une énorme littérature en douleur chronique sur le coping, je vais vous l'épargner, mais il y a une perte de sentiment d'efficacité, un sentiment d'impuissance, un sentiment de peur et évitement des situations. Finalement, il va y avoir généralisation du problème, c'est-à-dire ce sera toujours comme ça, je m'en sortirai jamais, c'est de pire en pire, c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. Et dans ce catastrophisme, finalement, va être un facteur de maintien de la douleur, parce que les idées noires aggravent les perceptions douloureuses, c'est clair, ça a été bien démontré, c'est un cercle vicieux d'aggravation. Il y a quelques études, il y a une étude de Engel chez 50 adultes atteints de paralysie cérébrale, où il montre bien que le catastrophisme est lié à une douleur chronique plus sévère et à des aspects dépressifs. Et notre collègue Zabalia a étudié aussi les mécanismes de coping chez les enfants avec déficit cognitif, bien montré qu'il développait aussi des stratégies de coping. Donc, ce serait intéressant de les étudier d'un peu plus près dans la paralysie cérébrale. Et puis alors les parents, eh bien évidemment, ils sont en difficulté aussi. Ils sont en difficulté, ils veulent lutter pour que l'enfant aille mieux, trouver les bons thérapeutes, etc. Ils sont souvent isolés, il y a un impact social, émotionnel, financier, etc. Et les deux réactions les plus extrêmes qu'on peut voir, c'est trop proche ou trop lointain. Avec évidemment l'aspect fusionnel des mamans qui s'occupent de leur enfant de très très près pendant des années, des années, des années. Et puis avec une hyperprotection. Et puis au contraire des parents qui n'en peuvent plus et puis qui en ont marre, quoi. Voilà, qui peuvent être un peu rejetants. Dans les deux situations, ça peut aggraver la perception de la douleur. Ça s'appelle du renforcement négatif. Alors les traitements. Eh bien, les traitements, je suis obligée de vous faire un petit panorama de ce qui existe, mais il n'y a pas d'études vraiment dédiées à la prise en charge de la douleur de la kinésithérapie, par exemple, chez l'enfant avec paralysie cérébrale. Il n'y a que les études sur la toxine botulique, qui sont elles il commence à y avoir un bon corpus de connaissances. Alors bien sûr, le traitement de la douleur, ça va être un mélange de relations dentalgiques et de méthodes non pharmacologiques. Le but du traitement, je crois que là, on n'est pas dans l'analgésie zéro. Ce n'est pas ma douleur à zéro, là, soyons réalistes. Il va falloir se fixer quelques objectifs réalistes, qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent avoir ses activités le jour, aller à l'école, avoir des copains, etc. Les installations, les mobilisations, les transferts, la kinésithérapie, les autres soins, le moins d'effets indésirables possible avec nos traitements, voilà. Et donc permettre un retour ou le maintien des activités habituelles d'un enfant avec son développement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la douleur, ça empêche aussi de penser quand elle est trop envahissante. Donc tout ça, ça va se faire évidemment dans le cadre d'une relation de confiance, de préférence, de respect. Donc pas de déni, ne pas sous-estimer, parce que quelquefois, on est un peu dans « oh bah écoute, c'est pas si grave », donc on banalise. Ou au contraire, on va « ah là là, c'est horrible », bon, dramatiser. Voilà. Donc on ne va pas encourager à l'héroïsme, tu sais très bien que tu peux le faire, tu vas serrer les dents, etc. Menacer, culpabiliser, écoute, voilà, si tu continues comme ça, je fais sortir maman. Ça, combien de fois on a entendu ça aux urgences? Donc voilà, donc ne pas menacer, ne pas mentir. Alors ça, c'est aussi un travers dans lequel on tombe souvent. Ça te fera pas mal. On adorerait pouvoir. Donc on le dit, on le dit, et puis on sait que c'est pas vraiment vrai. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va dire encore de plus? Évaluer l'intensité. Alors, sans aller jusqu'aux techniques sophistiquées que Justine nous a présentées, il y a pour ces patients qui, pour la plupart, peuvent donner une auto-évaluation, utiliser les échelles de visage, qui sont les plus simples à comprendre. Il y a l'échelle visuelle, l'échelle numérique de 0 à 10, et puis, si ce n'est pas possible, il y a beaucoup de scores comportementaux. Eh bien, les médicaments, on va s'en servir. Mais vous comprenez bien que si c'est pour s'en servir toute la vie, il faut vraiment faire très attention à ne pas en utiliser de trop non plus. Voilà. Donc il y a des périodes critiques, c'est les soins, la douleur post-opératoire. Voilà. Vous savez qu'on peut faire un tableau pour une douleur nociceptive, suivant le degré d'intensité, ça correspondra à un palier de traitement selon l'OMS, le 1, le 2, le 3, vous connaissez. Voilà. Prescription normalement tout de suite adaptée au niveau. Voilà. Prescription évolutive, si c'est insuffisant, donner en plus quelque chose d'autre.
pour la durée prévisible des douleurs. Alors, quand la durée prévisible des douleurs, c'est toute la vie, ça devient très compliqué. Alors, les paliers 1, je n'ai rien à vous apprendre, c'est paracétamol et ANS. Paracétamol, innocuité démontrée, même si ces temps-ci, on a beaucoup parlé d'effets indésirables à long terme. Ibuprofène, très connu comme très efficace sur les douleurs neuropathiques. Donc peut-être on ne l'utilise pas assez. Non, qu'est-ce que j'ai dit sur les douleurs neuropathiques? Sur les douleurs musculo-squelettiques, pardon. Donc ça, peut-être on ne l'utilise pas assez dans votre domaine. Les complications existent, mais elles sont exceptionnelles. Le palier 2, vous savez que la codéine a été supprimée à cause du problème des ultramétaboliseurs chez qui on pouvait obtenir un surdosage avec quelques accidents extrêmement sévères qui ont eu lieu. Donc on ne l'utilise plus avant 12 ans. Le tramadol, ça peut être utilisé, on a l'autorisation. Voilà. Alors j'ai mis aussi les antalgiques IV parce qu'il y a la période périopératoire. Donc l'indication du palier 2, c'est une douleur modérée à sévère. Peut-être qu'on pourrait être dans ce domaine-là dans beaucoup de situations, mais le tramadol est un médicament difficile à manier parce que souvent mal toléré. Donc on est en difficulté, vous l'avez compris. Et puis après, c'est la morphine. Alors la morphine, il y a une morphinophobie, bien sûr. Donc il y a une sous-utilisation. On a peur. Dans quelle situation Alors, c'est un médicament bien connu, c'est facile de l'utiliser. Ce qui n'est pas facile, c'est de l'écrire, de se décider à l'utiliser. Et puis, il faut y réfléchir, effectivement, parce que pour combien de temps on part, dans quelle situation on va l'utiliser, etc. Donc, c'est des problématiques. Vous savez qu'il y a aussi un autre morphinique qui est le fentanyl qui existe en patch. Donc, c'est des problématiques difficiles. Voilà, je crois qu'on a besoin d'avancer tout doucement dans le domaine de l'utilisation des morphiniques puissants. À quel moment? Bien sûr, les périodes périopératoires. Mais sinon, en dehors de ça, pour certains gestes, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de paralysie cérébrale sur les antalgiques? Tous les antalgiques sont possibles, mais à manier avec précaution. Très progressivement, d'autant plus c'est des enfants polymédicamentés. Et puis, il y a d'autres traitements, bien sûr, qui vont être utilisés et qui auront un rôle dans le traitement de la douleur, bien sûr, traitement de la spasticité, traitement d'ostéoporose, etc. Bon, on va passer. S'il y a une douleur neuropathique, il y a des traitements spécifiques. Pour la douleur des soins, c'est toute une démarche, une relation, une information, organiser les antalgiques, distraction pendant le soin, c'est ce qui est démontré le plus efficace, et féliciter, encourager après. Alors on a l'EMLA, on a le sucre chez les petits, on a le méopa, et puis on a une sédation médicamenteuse qui sont possibles. Et donc pour la toxine botulique, on a maintenant, je pense, des recommandations avec pas mal d'études qui sont évidemment systématiquement EMLA et méopa. Après ça, les recherches portent sur quelle prémédication associée, est-ce que c'est du midazolam ou est-ce que c'est un antalgique, et puis la distraction et l'hypnose qui peuvent contribuer bien sûr au succès, largement au succès de l'analgésie. Alors on va passer pour le traitement non médicamenteux. Pour vous parler quelques mots des méthodes qu'on appelle psychocorporelles, qui touchent à la fois au corps et à l'esprit. Distraction, relaxation, hypnose, etc. Ce sont des méthodes qui sont complémentaires des traitements antalgiques, mais qui peuvent parfois aussi même s'y substituer quand c'est une bonne indication. Elles traitent à la fois la douleur et l'anxiété et font appel aux ressources de la personne. Alors la distraction, tout le monde en a déjà fait pendant les soins, c'est merveilleux quand ça marche. Il faut que l'enfant adhère, évidemment. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la douleur soit trop forte. Voilà. Vous avez par exemple ici des images d'imagerie fonctionnelle. Suivant si on dit qu'on se focalise sur la douleur, l'image de gauche, voilà ce qui se passe en imagerie fonctionnelle dans les aires somesthésiques. Et puis, au contraire, si on se focalise sur autre chose, ici, c'était une distraction par la musique. Voilà. Alors là, vous voyez très bien ce fameux réseau, cette matrice de la douleur. Et vous voyez que dans la colonne de droite, l'enfant plongé dans une réalité virtuelle, les zones impactées par la douleur diminuent dans la colonne de droite. Voilà. Les zones d'activation cérébrale sont différentes. Voilà, donc la relaxation, c'est une méthode qui mérite d'être un peu plus étudiée chez l'enfant en paralysie cérébrale, en sachant évidemment qu'avec l'hypertonie, c'est quand même très compliqué, mais au moins la dynamique respiratoire. Et puis alors l'hypnose, évidemment, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas être dirigé par quelqu'un d'autre à distance, ce n'est pas non plus le serpent, c'est tout simplement une technique pour aller ailleurs. C'est un mode de fonctionnement psychologique
qui permet de faire abstraction de la réalité environnante. Donc il y a des systèmes sensoriels qui sont actifs, enfin des systèmes qui sont activés à ce moment-là dans le cerveau, qui permettent une réorganisation de l'attention, une espèce de bypass par rapport aux sensations de douleur. Bon, ça nécessite une formation, ça modifie l'expérience de la douleur et ça permet, aussi bien dans la douleur aiguë comme celle d'un soin que dans la douleur chronique, d'agir sur la sensation. Et là aussi, il y a des travaux des neurosciences qui montrent que l'impact des zones activées au niveau cérébral se modifient sous hypnose. Voilà. Alors, elles sont accessibles aux enfants avec même un handicap cognitif modéré. Là aussi, il y a eu des études là-dessus. Bon, globalement, on peut dire que toutes ces méthodes psychocorporelles sont quand même un succès qui dépend aussi de la relation thérapeute-patient. Mais il y a des grandes méta-analyses, en particulier de la Cochrane Collaboration, qui montrent leur efficacité. Alors, surtout dans des douleurs chroniques comme les migraines, mais également dans d'autres douleurs. Et alors après, quelques enfants avec paralysie cérébrale, c'est vraiment des cas cliniques qui sont publiés. D'une manière générale, l'amélioration de la douleur et surtout de son retentissement. Les thérapies plus classiques, verbales, sont, en termes de soutien, sont évidemment utiles aussi pour la gestion de la douleur, et des thérapies aussi cognitivo-comportementales, où là, on va travailler sur les cognitions, justement, sur les cognitions. Je vous rappelle l'importance des parents qui sont la personne de ressources, évidemment, pour les petits-enfants, et l'importance de l'information. J'en profite pour faire la publicité du livre Sparadra sur la toxine botulique. Vous connaissez peut-être l'association Sparadra qui fait des documents très utiles pour aider à mieux vivre la maladie, et en particulier des documents d'information très bien pensés, parce que justement, c'est pas « t'auras pas mal », c'est « il y aura peut-être des moments difficiles, on va voir comment on pourra les surmonter ». Est-ce qu'il y a une obligation à soulager la douleur ? Ben oui, on peut le dire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut encore avoir, évidemment, c'est une limite, c'est nos moyens. Encore faut-il accepter, effectivement, que toute personne a le droit de recevoir des soins qui visent à soulager sa douleur. Mais au-delà de la loi, je crois que c'est surtout une éthique du soin qui nous anime, une attention à l'autre qui fait qu'on va s'intéresser à ce que l'autre éprouve, cette fameuse empathie, et en collaboration toujours avec les parents, parce que eux, avec les enfants atteints de handicap, ils ont en général un long parcours avec des médecins qui ont fait des erreurs, souvent, et, ou en tout cas qui ont beaucoup tâtonné. Et donc, il n'est pas question d'arriver, attendez, moi je vais vous prescrire ça et ça, vous allez voir, ça marche. Et il a été dit aussi tout à l'heure qu'il fallait se parler entre médecins, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se parler. C'est quand des patients qui ont des douleurs chroniques, ça prend effectivement beaucoup de temps pour téléphoner à droite, à gauche, se parler. Voilà. Mais c'est à ce prix-là qu'on peut avoir des améliorations de la qualité des soins. Et puis, vraiment, tous les changements sont amenés avec prudence, je pense, parce que, effectivement, c'est le patient et puis ses parents qui connaissent le mieux la situation et rarement nous. Voilà. Je vous signale 2 livres très bien faits sur la douleur chez l'enfant. Donc Kuttner et puis Zeltzer. Et je vous signale aussi qu'on vient de faire à Pédiadol un petit guide de poche sur le management de la douleur de l'enfant au quotidien. Voilà. Je vous remercie.